Bonjour à tous, normalement vous devez bien nous voir. Donc, juste si vous pouvez me dire dans le chat ou dans notre doc si vous entendez bien pour qu'on puisse démarrer. Normalement, ça devrait être bon. Valentine, Urven, vous pouvez me dire? Je crois qu'il y a un temps de latence sur les messages. Ok, super, parfait. Du coup, on va pouvoir commencer directement parce que ça s'enchaîne. Je tiens à remercier Rémi Engelbrecht d'être présent aujourd'hui pour nous présenter son atelier. Pour vous présenter rapidement, moi j'ai retenu 3 points. Vous avez des études initiales en master biologie écologie, puis un double diplôme à l'ESSEC dans accès plus entrepreneuriat. Vous avez fait un début de carrière en tant que guide de haute montagne et ça vous a donné beaucoup d'inspiration, je pense, pour vos expériences futures dans le management et notamment dans le management de la transition que vous portez au sein de vos activités d'enseignant dans les diverses universités de Grenoble. Et donc aujourd'hui, vous allez nous présenter une conférence sur le management de la transition et dédiée au monde des entreprises et au combat qu'il y a en interne à construire cette transition au sein des entreprises. Et pour tous nos participants, avant de commencer, je tiens à vous dire que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de la conférence. Et on est organisé pour ça et on pourra revenir dessus plus facilement sur la suite. Et je vous laisse la parole pour pouvoir présenter votre conférence. Très bien, merci. Bonne présentation, c'est bien résumé, j'ai rien à rajouter. Juste vous dire que je vais faire une grosse demi-heure de présentation et on aura une petite demi-heure donc de questions-réponses à la fin de mon intervention. Donc oui, je vous parle du rôle de l'entreprise pour réussir les projets de transition écologique. L'entreprise, souvent traitée du vilain petit canard du capitalisme qui est à la cause de tous les maux. Et on va regarder tout au long de mon intervention en quoi ça peut être une force ou un frein pour réussir les transitions écologiques. Dans une conférence comme celle-ci, même si je vais surtout parler de solutions, je me suis donné comme règle du jeu qu'à chaque fois, je fais un apport de connaissances avant de démarrer sur les solutions. Donc là, aujourd'hui, ça va être très réduit, mais sans connaissances, on ne peut pas agir. Donc vous avez sans doute déjà chacun des connaissances. Je vais faire un tout petit apport là-dessus. Ensuite, avant même les solutions, il faut savoir analyser son écosystème, son activité, ses impacts. Là aussi, je vais faire très court, mais je me dois de faire ça à chaque fois, avant même de parler des solutions. Ensuite, effectivement, aujourd'hui, on va plutôt parler des grands principes de solutions portés par les entreprises, portés ou non. Et puis, je me dois aussi quand même de finir par se mobiliser, parce qu'une fois qu'on a des solutions, c'est loin d'être gagné. Donc, je me suis astreint à garder cet enchaînement, qui est un enchaînement très logique pour passer à l'action, même si aujourd'hui, le coup de zoom, ça sera surtout sur la partie jaune, imaginer des solutions. Sur la partie information, on parle de crise écologique, d'enjeux écologiques, et déjà là, il y a parfois des divergences, des incompréhensions. Si je vous demandais quelles sont les crises écologiques, quels sont les 4 enjeux écologiques principaux, on n'aura pas le temps de le jouer en interactif, mais c'est important d'être clair là-dessus. Donc le premier enjeu écologique, c'est la surchauffe du climat et des catastrophes associées à cause des gaz à effet de serre. Le deuxième enjeu écologique, c'est les pollutions chimiques. Historiquement, c'est celui dont on a parlé en premier, on va dire, dès le début du siècle, 20e siècle, et surtout à partir du années 50-60. Plastique, perturbateurs, pesticides, etc. Troisième enjeu écologique, la perte de biodiversité avec un impact sur la fragilité des écosystèmes et de nos chaînes alimentaires. Cause principale, la disparition des habitats des espèces vivantes. Quatrième enjeu écologique, l'épuisement des ressources avec des impasses. Les énergies fossiles, bien sûr, mais par exemple les métaux, dont certains métaux pas si rares que ça, comme le cuivre, le cobalt ou le phosphore, qui nous empêchent, par exemple, de peut-être fabriquer des énergies renouvelables. Ces 4 enjeux, ils sont interdépendants, mais c'est très important d'être très clair là-dessus quand quelqu'un vous parle d'une crise ou d'un projet ou d'un objectif, de vouloir contribuer à la transition écologique, d'être capable de voir rapidement de quoi ça parle, et même s'il y a des interdépendances entre ces 4 enjeux, d'être capable d'y voir clair et d'aider les autres à y voir clair. Dans toutes mes interventions, je fais exprès de distinguer dans la RSE le social de l'environnemental.
pour deux raisons. D'abord, à force de parler social et environnemental de manière systématique ensemble, on oublie souvent l'environnemental, parce que le social, paradoxalement, est plus facile que l'écologie. Et puis deuxièmement, le social entraîne, hélas, en France en particulier, un clivage politique, on va dire gauche-droite, qui fait qu'on a au moins la moitié de la population qui ne va pas écouter les messages sur l'écologie. Il y a des liens, bien sûr, entre l'écologie et le social, des mesures sociales d'accompagnement d'actions sur l'écologie, comme une taxe carbone, par exemple. Mais je pense que c'est important de les séparer au départ pour ensuite les rejoindre quand on doit passer à l'action. Toujours dans la partie connaissance, voilà, et c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir fait un master en biologie-écologie et ça m'aide énormément à comprendre d'abord comment vit une entreprise, comment vit une équipe, et puis aussi ce qu'on appelle l'écologie, hein, l'étude de la maison. Et par exemple, ceux qui n'ont pas cette connaissance-là sont souvent portés par défaut à cause de biais cognitifs, comme par exemple la notion d'exponentielle. On pense toujours que la température augmente de manière linéaire, la démographie de manière linéaire, le Covid de manière linéaire. Et en fait, la biologie, le vivant nous apprend qu'on est très rapidement sur des modes exponentiels avec du feedback positif, de l'emballement. Et on sous-estime, y compris des experts qui reconnaissent humblement qu'ils ont sous-estimé des effets d'emballement. Ça, c'est absolument à savoir. Autre biais cognitif, c'est qu'on a du mal à... C'est pas de la physique, c'est du vivant. C'est extrêmement complexe comme dynamique d'écosystème. Il y a beaucoup d'interdépendances. Et on se fait toujours piéger, on croit qu'on a compris et parfois on lance des fausses bonnes idées. Troisième biais, la notion de réaction en chaîne. Alors bien sûr qu'on l'a aussi dans le nucléaire et dans la physique, mais dans le vivant, c'est impressionnant comment les réactions en chaîne peuvent avoir un impact. La bonne nouvelle sur le vivant, c'est quand même une résilience vraiment très forte, vraiment très importante. Et ça, c'est important de l'avoir en tête sur la partie optimiste de l'affaire. Voilà, je suis allé très vite sur quelques apports de connaissances, mais c'est ma règle du jeu quand je fais un topo. Ensuite, avant même de parler de solutions, c'est savoir se poser des questions. Et là, dans le monde de l'entreprise en particulier, mais c'est valable à titre personnel ou aussi pour une collectivité, se poser des questions, c'est par exemple, sur le bilan carbone, être familier avec ce qu'on appelle le scope 1, c'est-à-dire étudier les émissions directes de gaz à effet de serre à travers la combustion d'énergie fossile ou l'utilisation de biomasse. Et donc là, on peut mesurer ce que nos machines dans une entreprise vont utiliser et dégager comme gaz à effet de serre. Le scope 2, c'est les émissions indirectes, c'est-à-dire à travers l'utilisation d'électricité quand elle est fabriquée à partir d'énergie fossile, en quoi ça a un impact sur le gaz à effet de serre. Fabrication de froid aussi avec, non pas forcément le CO2, mais éventuellement ici les gaz hydrofluorochlorés. Et puis il y a un scope 3 dans lequel qui est un peu fourre-tout, et pourtant ici passe beaucoup de choses. C'est pour une entreprise, en amont de l'entreprise, au niveau de ses fournisseurs, comme en aval, au niveau des utilisateurs, qu'est-ce que ça induit comme autres émissions directes ou indirectes de gaz à effet de serre. Donc l'ADEME a créé une méthode en 21 postes qui couvre ces trois scopes, depuis l'achat de matière, transport de matière, la production dans l'entreprise elle-même, que ce soit de la production de produits ou de services d'ailleurs, la livraison et jusqu'aux déchets. Donc ça c'est important, il faut connaître ça, il faut toujours s'intéresser à l'amont et à l'aval d'une activité. Quand vous achetez un smartphone, on dit que le numérique aujourd'hui c'est 10% de la consommation électrique mondiale, c'est 10% parce que c'est déjà 5% dans la production des smartphones et ensuite dans l'utilisation via les data centers par exemple. Voilà, c'est vraiment une notion à avoir en tête. Et ça me permet d'arriver très vite dans ce sprint de samedi après-midi sur imaginer des solutions, ou en tout cas des principes de solutions. Alors, je commence par une. En fait, je peux vous donner l'équation qui va vous permettre de résoudre le problème de la transition écologique. 300 égale A fois C fois D sur P fois I fois S fois EU fois 10. C'est une manière pour moi de résumer. Alors, 300, c'est les parties par million de CO2, par exemple, dans l'atmosphère, responsable du gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on est à plus de 400, on était à 250 il y a 150 ans, donc l'augmentation est énorme, elle est très rapide, vous le savez sans doute. A, ce sont les activités humaines qui sont à l'origine de ça, il y en a 7. C, c'est le taux de consommation dans chacune de ces activités humaines. D, c'est quand même la démographie, c'est un sujet polémique, mais voilà, la démographie, elle est exponentielle. Bien sûr qu'une grande partie de l'exponentielle est due à des personnes à faible revenu, faible consommation, faible impact, mais il faut en tenir compte. Et puis, dans ce qui peut limiter le 300, eh bien, il y a les politiques, soit incitatives, soit punitives ou restrictives. Il y a les innovations techniques, technologiques, d'organisation, d'équipement, etc. Et il y a les principes de consommation, de sobriété, etc.
EU, c'est l'Europe. L'Europe, c'est 10% des gaz à effet de serre émis sur son territoire. Si on ajoute ce qu'elle émet via ses importations, ça commence à faire plus que 10%. Si on retient 10% et qu'on multiplie par 10, eh bien, on a 100% des gaz à effet de serre monde. Voilà, ce tableau de synthèse, c'est toujours pour avoir l'image globale. Alors, dans les solutions au niveau d'une entreprise, on va commencer par le commencement, c'est très simple, mais quand même, c'est de cibler une priorité. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure les 4 enjeux, d'être très clair sur, plutôt qu'un greenwashing ou un discours très vague et très large, est-ce qu'on va viser plutôt un impact climat dans nos innovations, épuisement des ressources, biodiversité ou pollution. Et dans l'impact climat, il y a aujourd'hui 4 chantiers, soit en tant qu'entreprise, on va directement atténuer, limiter les gaz à effet de serre, ou bien, et de toute façon, on sait que le réchauffement est là, donc nous, notre business, c'est adapter, aider les citoyens, les collectivités à s'adapter, que ce soit dans l'agriculture ou dans l'urbanisme ou dans d'autres secteurs. Il y a une troisième source quand même de captage du CO2 ou du méthane, via bien sûr des plantations, comme on le connaît, mais avec des méthanisateurs. Et puis aussi, il y a des projets en ce moment, à travers des peptides, par exemple, d'aller piéger du CO2. Il y a quand même des chantiers aussi là-dessus. Et puis la quatrième, qui est un peu pour tout contribuer, c'est tous les métiers qui peuvent contribuer aux transitions écologiques. Moi-même, en tant que formateur, conférencier, je contribue, mais une banque, une assurance, une boîte de pub, toutes ces personnes, toutes ces entités, tous ces business peuvent contribuer aussi. Voilà, donc il faut être clair là-dessus. Ensuite, premier apport peut-être un peu original aujourd'hui, s'engager en trio. C'est déterminant pour la réussite des transitions écologiques. Alors, c'est quoi le trio ? C'est de se dire qu'on attend beaucoup du secteur public, que ce soit l'EMC, la politique européenne, l'État français ou bien la collectivité ou la ville de Grenoble, etc. Bien sûr, mais aussi on compte sur le secteur privé, les entreprises. Et donc c'est le but aujourd'hui, que ce soit la macro-entreprise, la PME, la TPE, mais aussi l'économie sociale et solidaire, ou même l'artisan ou l'agriculture dans son coin. Le problème, c'est qu'à force d'opposer les deux, public-privé, on est un peu dans un combat un peu stérile. Et il y a un bouquin qui vient de sortir, Rééquilibrer la société, par Henri Mintzberg, qui a introduit un troisième secteur, le secteur pluriel, des citoyens, consommateurs, votants, étudiants, salariés, membres d'associations, etc. Et c'est là-dessus qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui peut se jouer. Le problème, c'est qu'entre ces 3 grands acteurs, on se regarde un peu en chien de vaillance. Les entreprises se disent, les consommateurs baba écolo, ils veulent ils veulent la décroissance et les lampes à huile. Et puis, les consommateurs citoyens traitent toute entreprise de archi-capitaliste. Or, ils sont équipés eux-mêmes de vêtements, d'habits, de consommation. Et donc, il y a des visions idéologiques respectives qui ne prêtent pas à la coopération. Pareil, entre l'entreprise qui pense que l'État lui met des bâtons dans les roues et puis les États, les collectivités qui veulent absolument pousser et forcer les entreprises en pensant qu'elles n'ont pas du tout envie d'être sur des logiques vertueuses. Et puis en même temps, les citoyens se plaignent que les États ou autres ne font pas assez, et les États se disent, mais quand même, vous êtes aussi responsables par vos actes de consommation de certaines choses. Donc c'est pas forcément bien barré cette histoire, et c'est pour ça qu'il faut absolument agir là-dessus. Alors il y a tout un écosystème d'initiatives qui sont prises. Si je pense au niveau des individus, des consommateurs, il y a la COP2 aujourd'hui, la fresque du climat, certaines connaissent, c'est vraiment une manière de sensibiliser un maximum de personnes. Il y a des newsletters comme Novetic. J'étais l'autre jour à la Biennale des villes en transition. Il y a même le pape Simé avec Laudato Si, où il explique vraiment la maison commune, comment la sauver ensemble. Et puis après, si on va vers le côté public, il y a l'affaire du siècle qui a apporté des choses vers le gouvernement. Il y a des partis politiques, j'en ai mis qu'un, mais bon, il y aura forcément des jaloux. Il y a cette fameuse convention citoyenne qui est remontée au niveau du comité économique et social et environnemental. Et si je vais côté entreprise, en tant que citoyen, je peux aller chercher mes légumes dans une AMAP, je peux avoir des parts dans une entreprise qui installe des panneaux solaires sur les toits, je peux épargner au crédit coopératif, je peux acheter mon énergie ici. Et puis, plus loin encore, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des entreprises. Personnellement, je suis en train d'intervenir sur la Convention des entreprises pour le climat, qui essaie de reproduire la même chose que pour les citoyens. Et puis, j'interviens au sein du Shift Project, qui veut sensibiliser, accompagner des entrepreneurs qui veulent progresser là-dedans et qui ont besoin d'aide. Donc, l'approche trio, l'idée, c'est de se dire, pour les 7 activités principales que vous avez ici qui émettent des gaz à effet de serre,
que ce soit du CO2, du méthane, du protoxyde d'azote ou autre encore. L'idée, c'est l'approche trio, c'est-à-dire que si ensemble, le secteur pluriel, le secteur privé et le secteur public avancent, se décident, interagissent entre eux, il y a des chances de pouvoir réduire un peu cette complexité. Si je prends l'approche trio pour l'agriculture, par exemple, au niveau perso, moins de consommation animale et de produits laitiers, parce que c'est quand même 11% des gaz à effet de serre, hein, les ruminants. Et du coup, au niveau professionnel, développer les protéines végétales. Pourquoi pas les protéines animales artificielles, ça c'est assez polémique comme sujet. Des nouveaux engrais qui vont moins rejeter de protoxyde d'azote. Une nouvelle alimentation animale qui fait qu'il y aura moins de rumination avec du méthane. Mais c'est aussi localement des fermes urbaines, des distributions locales par les fabricants eux-mêmes. Et donc, ça nécessite au niveau Sciences Po, perso, boulot, Sciences Po, ça nécessite une mairie comme Grenoble qui met en place des éco-cantines locales, de la formation d'acteurs, de la reconversion d'acteurs, de l'accès facilité au terrain. Voilà, si on est sur les trois en même temps qu'on peut arriver à avancer. On pourrait le faire sur l'électricité, on pourrait le faire sur bien d'autres systèmes. Exemple de synergie, autoconsommation électrique groupée entre plusieurs habitants grâce à l'entreprise Engie et à la collectivité de Lisieux. Chauffage du territoire grâce à la ville de Dunkerque et Arcelor, l'aciériste qui reconvertit une partie de sa chaleur utilisée pour faire de l'acier. La ville de Figeac qui a un sous-traitant d'Airbus et qui doit faire de la reconversion d'emploi parce que pour l'instant Airbus ça descend un peu en flèche et c'est pas sûr que le sous-traitant se rétablisse. L'agroécologie d'un géoterritoire, j'ai parlé des éco-cantines, donc là il y a plein d'auto-entrepreneurs fournisseurs d'éco-cantines en lien avec le Grenoble, mais il faut aussi que les parents d'élèves soient d'accord et poussent le sujet, je reconnais, qui sont en association pour ça, etc., etc. Troisième grand domaine de solution, donc notez vos questions au fur et à mesure, etc. Engager une approche systémique. On parle beaucoup d'approche systémique. Moi, il se trouve que j'ai appris l'approche systémique en tant que biologiste, mais je l'ai appris aussi dans mes études de commerce. J'ai eu un prof fantastique autour de l'approche systémique. C'est quoi un système? C'est quoi un système? C'est quoi un écosystème? Et c'est quoi une dynamique dans un système vivant complexe? Alors, je ne vais pas aller trop loin là-dessus. Ce qu'on appelle un système, ça se définit par trois pistes. Fonction, à quoi? Qu'est-ce qu'on vise ensemble? Structure, c'est comment on s'organise avec des moyens pour y arriver. Et dynamique, c'est quel est l'élan, quelle est la dynamique humaine vivante qui va permettre de réussir la fonction avec notre structure. Et quand on parle d'écologie ou même quand on parle d'écosystème d'entreprise, écosystème économique, la dynamique vivante, elle est très complexe. Il y a beaucoup d'interdépendances. C'est plus complexe que de la physique. Il faut être humble. On fait c'est comme un permaculture. On fait des essais-erreurs. On ne peut pas, d'entrée de jeu, faire le plan de mon jardin permaculture. Et ça, c'est important aussi dans l'approche systémique au niveau des transitions écologiques. Une des conséquences, pour ceux parmi vous, étudiants ou autres, qui ont fait des cours sur la conduite de projet, vous savez, quand on fait un projet, l'entreprise qui est en noir, elle a un projet qui est en rouge, et puis elle pense du coup aux parties prenantes qu'il va falloir associer maintenant que j'ai mon projet. Que ce soit en amont ou en aval de mon projet, mais une fois qu'on a le projet, on se dit avec qui il va falloir informer, concerter, etc. Une nouvelle approche maintenant, c'est de se dire on est un écosystème, donc il y a toujours la petite entreprise noire, il y a toujours des parties prenantes bleues qui sont même individualisées, ce sont des personnes physiques et pas que des personnes morales. Il y a des nouvelles parties prenantes auxquelles je n'avais pas pensé, et c'est simplement une fois qu'on est ensemble qu'on pourrait se dire qu'est-ce qu'on pourrait viser, par exemple dans les objectifs de développement durable de l'ONU, comment s'organiser et comment déclencher une bonne dynamique. Et donc, avant même un projet de transition écologique, se dire ensemble, vu notre écosystème, qu'est-ce qu'on pourrait se donner comme objectif commun, comme sens commun. Au niveau des moyens, dans l'approche systémique, l'approche trio dont on vient de voir, c'est-à-dire que si on va chercher des financements, on va les chercher ensemble. Si on veut former les personnes, on les forme ensemble. Si on innove ensemble. On va aller chercher des lois, des règles. Si on a des méthodes pour faire des bilans carbone, de la conduite de projet, de la conduite de changement, on partage ces méthodes. Ça va vraiment être important, cette coévolution. Et puis au niveau de la dynamique du système, encore plus qu'avant, la notion de facteur humain, d'émotion, de mobilisation, donner envie, réduire les peurs et créer parfois un événement déclencheur qui fait que derrière, toutes ces personnes de cultures très différentes vont avoir envie de coopérer vers un objectif commun. Je vais très vite. Quatrième domaine de solution, je vais mettre plus de temps là-dessus, engager l'entreprise. Donc là, un coup de zoom vraiment sur l'entreprise.
Alors que là, je viens de parler de l'entreprise et son écosystème. Je ne peux pas isoler l'entreprise de son écosystème si on veut parler du rôle de l'entreprise. C'est ce que je viens de faire. Alors, au niveau de l'entreprise, il y a différents niveaux d'engagement. Ça peut commencer par évoluer un peu au niveau de la vie des salariés, faciliter le transport en commun ou l'écomobilité de mes salariés, faciliter l'isolation du bâtiment ou des règles de vie pour que les gens éteignent la lumière ou ferment les portes quand il y a la clim. Ça peut passer ensuite par la mobilisation en interne avec une fresque du climat, un événement, un pitch du dirigeant, etc. Un cran au-dessus, on va commencer peut-être à former au-delà de sensibiliser sur le carbone, le bilan carbone, formation technique aussi pour faire évoluer des procédés, peut-être faire transformer des métiers qui vont peut-être être annulés et devoir se retrouver, être en transition, former les différentes fonctions de l'entreprise, mes commerciaux, mes acheteurs, mes chercheurs, etc. Un cran au-dessus, ça y est, à un moment donné, je fais un bilan carbone et là, pour ça, il y a des méthodes, il y a même des ressources et des financements. Un cran au-dessus, je peux commencer à optimiser mes procédés. Alors, beaucoup d'industries ont déjà optimisé des procédés, ne serait-ce que pour économiser des euros et des dollars, mais c'est aussi pour économiser des émissions et des consommations d'énergie. Un cran après, c'est ce qu'on vient de voir, c'est que pour avancer, vraiment, c'est un écosystème. Donc, comment faire bouger mes clients si je commence à vouloir leur proposer une offre plus vertueuse? Comment faire bouger mes fournisseurs si je veux qu'ils évoluent dans leur offre vers moi pour que je puisse acheter quelque chose, par exemple, de réparable. Et puis, ça peut être aussi au niveau d'un territoire, comment mobiliser la collectivité, mais aussi les associations locales. Voilà, à un moment donné, ça va être peut-être l'ensemble des fonctions de l'entreprise, on va voir ça tout à l'heure, qui vont devoir évoluer, la manière d'acheter, de vendre, de faire de la RH, l'informatique et les R&D. À un moment donné, je peux commencer carrément à cadrer un projet de transition écologique, un peu comme dans les projets que vous avez découverts pour ceux qui sont étudiants encore, conduite de projet, mais là, c'est plus complexe, c'est plus du projet, c'est de la transition. Un cran encore, c'est vraiment des innovations radicales, on n'est plus dans l'optimisation de procédés, on va vraiment changer un modèle économique, changer une technologie. Et puis, encore plus loin, ça peut être, la raison d'être de notre entreprise, elle est uniquement destinée sociétale. Alors, entreprise à mission, c'est peut-être juste un gadget, ou en tout cas, ça peut être la création d'une entreprise dont la vocation est de contribuer à la transition écologique. Dernier cas que j'ai eu à traiter, une entreprise, une agence dauphinoise d'une entreprise nationale. Donc, le dirigeant m'appelle, il veut vraiment faire quelque chose et innover dans le sens d'une transition écologique énergétique. Il est motivé, je fais une fresque du climat avec lui et quelques cadres. Et puis après, il propose à des salariés sur le temps de travail, avec pique-nique, de participer à une fresque, etc. Et ça a été l'échec. Et en gros, on a essayé d'analyser pourquoi. On a d'autres problèmes à traiter. Et puis, ils pensent qu'on n'a pas tellement d'impact possible à notre niveau, au niveau du climat. Et pourtant, ce sont des salariés qui sont en montagne, constatent la fonte des glaciers, les éléments climatiques, etc. Mais à titre professionnel, c'est comme s'il y avait une coupure en deux des personnalités. Et il y a aussi le fait que les clients et les consommateurs ne sont pas très motivés. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le prix et la qualité, mais l'impact écologique, c'est très difficile. Donc là, la boîte n'était pas prête à ça. Et puis, il y a aussi des freins corporate au niveau du siège de l'entreprise qui disaient non, vous n'allez pas chercher des fournisseurs locaux pour changer d'énergie. On a des fournisseurs nationaux, on les garde. Voilà, vous avez aussi dans les difficultés Engie. Donc, il y a un an, la directrice de Engie internationale s'est fait virer parce qu'elle proposait de passer de uniquement vendre du gaz à vendre du gaz et du service pour dépenser moins de gaz. Il y a le patron de Danone, lui, ça fait 1 mois qu'il a été viré. Il voulait reconvertir toute une partie de l'offre agroalimentaire avec moins de plastique ou de l'agroécologie en amont de l'agriculture industrielle. Voilà, il y a des bonnes surprises. Donc, Convention 21, Convention entreprise citoyenne pour le climat, ce sont 2 mouvements qui essaient de reproduire ce qui s'est fait pour les citoyens, mais au niveau des entreprises. Le Shift Project que vous connaissez, là, je vais intervenir au niveau du centre des jeunes dirigeants. J'appartiens aussi, je travaille pour un réseau GERME qui forme des managers en permanence et qui développe le concept de responsabilité sociétale du manager. Donc, c'est pas la RSE, c'est la RSM. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font, par opportunisme peut-être, par vocation souvent. Au niveau des entreprises, beaucoup de choses vont devoir changer. Donc, les fonctions elles-mêmes vont être en transition. C'est pas juste une évolution, ça va être des ruptures, des transitions, ça va être systémique. Au niveau de la stratégie, fonctionner plus en écosystème, comme on en a vu.
Changer de business model. Alors, c'est quoi changer de business model, par exemple? Je vais prendre n'importe quel exemple. Je vais prendre quand même Engie, que je viens de citer. Voilà, on avait une offre, on vendait que du gaz. Maintenant, on voudrait vendre aussi des conseils et des services aux collectivités pour qu'ils consomment moins de gaz. Et du coup, on va partager le bénéfice ensemble, par exemple. Voilà, au niveau stratégie, les dirigeants doivent faire face à un choix entre deux risques. Soit le risque de réchauffement qui va impacter leurs matières premières, qui va faire que leurs assurances seront plus chères. Et donc ça, c'est un vrai risque. Et puis il y a aussi le risque de la transition, c'est-à-dire que il va peut-être y avoir des réglementations qui vont nous imposer des choses. Il va peut-être y avoir des nouveaux entrants qui vont nous concurrencer parce qu'ils attaquent directement de manière vertueuse. Il y a peut-être des financements auxquels on ne va pas pouvoir prétendre parce qu'on n'est pas dans les critères de la taxonomie pour ces financements. Impact au niveau de la finance et de la gestion. Il y a aujourd'hui des plans de financement qui sont soumis à des critères ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Il y a la taxonomie européenne. Alors, c'est quoi la taxonomie européenne? C'est que le droit à des financements européens, 180 milliards d'euros chaque année sur les 10 prochaines années, on va flécher ces financements en fonction de 6 critères selon les 7 secteurs d'activité qui contribuent au réchauffement climatique. Donc les 6 critères, c'est est-ce que ce que vous me proposez va atténuer le réchauffement du climat? Est-ce qu'il va permettre de s'adapter au climat? Est-ce qu'il va préserver l'eau et les ressources? Est-ce qu'il va préserver la biodiversité? Est-ce qu'il va limiter la pollution? Et est-ce qu'il va contribuer à l'économie circulaire? Voilà les 6 critères qui ont été choisis au niveau européen de la taxonomie européenne. Au niveau marketing, beaucoup de choses vont changer. Le paradoxe, par exemple, une boîte est là pour faire consommer et en même temps pour limiter les consommations. Je viens de commencer à lire un livre qui s'appelle La permaéconomie, qui parle d'innovation systémique, c'est-à-dire que même pour l'innovation, c'est plus uniquement moi tout seul, c'est avec mes clients, avec mes fournisseurs, c'est de la co-innovation. Et un des principes, par exemple, c'est de vendre de l'usage et non pas du produit. Alors, je vais prendre un exemple. Vendre des pneus qui durent 2 fois plus longtemps, donc on consomme moins de matières plastiques, on consomme moins d'énergie pour fabriquer les pneus, donc ça, c'est bon pour la planète. Et on offre même l'entretien de ces pneus aux utilisateurs. Par contre, on va facturer au kilomètre. Et donc, on a intérêt à ce que ces pneus durent le plus longtemps possible. Donc, on est anti-obsolescence. Voilà un exemple de permaéconomie intéressant. La R&D va changer aussi. Alors, il y a beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui, l'éco-design, qui va, dès le début, anticiper tout au long du cycle de vie du produit, comment optimiser la conception jusqu'au recyclage, fabriquer des produits robustes, réparables, recyclables, ce qui veut dire peut-être de redévelopper le service après-vente, de redévelopper la vente de pièces de rechange. Là, il y a Seb qui a fait quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Je dirais les bonnes vieilles traditions de réparer. C'est pas uniquement quelqu'un tout seul dans son coin, isolé au fond de la Drôme. C'est vraiment une entreprise qui peut se dire notre business, c'est de vendre du robuste, réparable facilement grâce à des notices et avec des pièces de rechange facilement accessibles. Les ressources humaines doivent changer aussi. Je vais parler juste de la marque employeur. Ça attire ou pas des nouveaux. Alors, et les étudiants commencent à repérer le greenwashing ou pas. Donc, c'est assez déterminant si on va avoir des bons profils. Et puis, les RH doivent développer les bonnes compétences, savoir-faire, savoir-être. Les connaissances, savoir, c'est une chose. Les savoir-faire, ça manque beaucoup. Et puis, les savoir-être, il y a un travail qui vient d'être fait au niveau de la conférence des écrans d'école sur les 5 savoir-être qui sont nécessaires à développer. Aujourd'hui, c'est des compétences en systémie, en analyse systémique, j'en ai beaucoup parlé. Et ça, la biologie aide à comprendre ce que c'est qu'un système avec de l'interdépendance. Ça va problématiser une réalité nécessairement complexe. Ça, c'est assez nouveau. C'est une vraie formation. Ça ne prend pas que dans des bouquins. Il faut l'expérimenter. Deuxième savoir-être, la coopération, donc des compétences collectives. Alors, c'est déjà le cas depuis… il y a énormément de progrès entre il y a 20 ans et maintenant sur l'intelligence collective. Sauf que là, c'est encore plus, encore mieux, et avec des parties prenantes encore plus variées que d'habitude. Je suis une entreprise capitaliste, je dois coopérer avec des associations locales militantes. Je suis une collectivité, je dois absolument coopérer avec des associations et avec des entrepreneurs. La notion de prospective, ça fait longtemps que ça existe, sauf que là, la notion d'innovation devrait enfin aller vers du vrai progrès. Et puis aussi le droit à l'erreur qu'on se permet de moins en moins dans le monde du business. Le principe de responsabilité, donc que mes choix soient portés par des valeurs éthiques, donc avoir le courage de dire non à certaines choses
ou de pousser certains projets, voire même de l'impertinence vis-à-vis de l'employeur. Et il y a le côté audacieux qui a un mélange de courage et de belles choses. Et puis, conduite du changement, ça aussi, c'est un grand classique. Quand on manage ou en entreprise, on doit être capable de mener le changement. Sauf que là, ça ne s'appelle plus du changement, ça s'appelle de la transition. Et c'est beaucoup plus systémique, c'est plus complexe. Il y a plus de ruptures, il y a plus d'enjeux, il y a plus de contraintes. Et donc là, c'est du changement puissance 10. Mais ça, c'est du vrai savoir-être aussi. Voilà. Puisque je parle d'enseignement, donc l'enseignement, toutes les écoles, on est dans la COP étudiante, donc je vais une diapo là-dessus. C'est les 3 compétences, savoir, savoir-faire, savoir-être. Ça n'a pas la peine d'aller sur 2 compétences si on ne va pas sur la 3e. Et puis la transdisciplinarité de la biologie de la biologie plus un ingénieur, ça donne quelque chose de vraiment très ingénieux. On peut aller sur du low-tech, sur plein d'autres choses. Biologie ou ingénieur, c'est quand même moins intelligent. Il y a des bonnes pratiques, bien sûr, et c'est exponentiel. Manifeste pour les étudiants, COP étudiante, ce qui se passe dans les écoles, mon ancienne école l'ESSEC, j'aime aujourd'hui Grenoble INP où je participe à un cours aussi là-dessus. Ça bouge et ça bouge de plus en plus vite, donc ça c'est vraiment plutôt optimiste. La systémie, moi j'ai la chance d'intervenir à GEM, un peu à l'INP et un tout petit peu à l'IEP, et c'est impressionnant les cultures différentes en termes de vocabulaire, d'approche. Et à la fois c'est une richesse, mais à la fois ça peut être un frein. Et donc c'est important vous-même d'aller vous balader. Moi j'ai eu la chance, jeune étudiant, de passer de biologie à ESSEC. J'ai pas fait de passage via le monde des ingénieurs, et ça c'est mon point faible. Mais voilà, je vous invite vraiment à ça. Ou en tout cas à pousser vos institutions à y aller. Alors il y a des freins. Qu'est-ce qui fait qu'une institution d'enseignement supérieur a du mal à y aller? D'abord, est-ce que le dirigeant est vraiment motivé et prêt à prendre des risques? Et il va me dire, nos clients, ouais, c'est pas forcément les étudiants, ce sont les entreprises, les employeurs. Et les employeurs entreprises, ils ne nous demandent pas grand-chose. Donc, on attend que le client nous demande. Ça, c'est un frein. Ou alors, le classement de mon école en termes de recherche ne met pas tellement en avant au niveau mondial tout ce qui est écologie, transition écologie. Donc, on ne va pas s'embêter à aller là-dessus. Il y a aussi des problèmes, et ça reflète vraiment ce que toute entreprise peut rencontrer comme problème, de rigidité des procédures. Faire évoluer une maquette pédagogique, comme ils disent, c'est compliqué, ça prend du temps. Il faut à un moment donné, est-ce qu'on fait vraiment les procédures? J'ai entendu dans un comité de direction d'une école dire attendez, on ne va pas suivre toutes les procédures, sinon on en a pour 3 ans, 3 années scolaires, donc on va faire péter la procédure pour faire évoluer la maquette beaucoup plus vite. Dans les faits, ils n'ont pas réussi d'ailleurs. Et puis, ça veut dire que si je crée des nouveaux enseignements, il va falloir que je retire des choses. Alors moi, je sais, dans une école de commerce, ce qu'on pourrait retirer, j'ai déjà repéré 2-3 choses qui datent des années 60-70. Mais dans une école d'ingénieurs, de Sciences Po, etc., je pense qu'il y a des choses à retirer. Et alors, ça veut dire quoi, retirer? Ça veut dire aussi une menace pour des enseignants, soit qui n'ont plus leur place du tout, soit dans les cours doivent être remaniés un peu ou beaucoup. Et donc ça, c'est des freins aussi à l'enseignement. Voilà, et je terminerai, voilà, il me reste 2 minutes. Me semble-t-il. Non, il me reste un peu moins de… Si, exactement, 2 minutes. C'est ça? Très bien, merci Maxime. Voilà, même si aujourd'hui je voulais surtout insister sur les principes de solution au niveau de l'entreprise, je ne veux jamais finir sans avoir fait les 4 couleurs. Le bleu, donc c'est avoir la connaissance. Le vert, c'est savoir se poser les bonnes questions. Le jaune, c'est imaginer une solution. Et ensuite, c'est mobiliser, se mobiliser, parce que c'est rarement individuel, mais c'est collectif, comme vous l'avez vu. Là, je voudrais juste vous donner une diapo. Dans le cadre de GEM, il y a une 3e année spécialisée Innovation for Sustainable Transition. Et donc, mon intervention cette année, ça a été de les aider à pitcher sur des projets de transition écologique. Alors, c'est un pitch comme d'habitude, sauf que là, c'est plus costaud, c'est plus compliqué, c'est de la transition, c'est plus nouveau. Première chose, être très clair sur les impacts visés. Dans quel domaine on veut agir? C'est pas la pollution, c'est pas l'écologie en général. Très clair et pouvoir démontrer le mécanisme entre mon projet et en quoi ça a un impact sur climat, pollution ou autre. Et mon projet doit être smart comme souvent. Et très rapidement, puisqu'on est sur quelque chose qui va être difficile, où il va y avoir des résistances, qui va faire peur, qui est complexe, être capable de citer des exemples existants positifs, soit directement liés à mon projet, soit en benchmark, comme on dit. Vous devez vraiment donner envie très rapidement en allant chercher des exemples positifs inspirants, et il y en a. Et quelque chose de positif, ça donne envie. On est des animaux après tout, et donc s'il y a un beau fruit dans un arbre, on va y aller. Par contre, s'il y a un bruit bizarre qui fait peur dans l'arbre, on ne va pas y aller, on va avoir peur.
Ce qui est important, c'est d'avoir un récit personnel, d'être capable de dire pourquoi aujourd'hui je suis motivé par ce projet-là qui s'inscrit dans la transition écologique et de citer un exemple personnel. Et j'ai aidé l'autre jour un dirigeant à l'épuiser dans sa vie pour qu'il puisse s'exprimer en public ensuite pourquoi pour lui c'est important. Et je vous assure que son impact a été vraiment fort pour commencer à initier un projet. Petit détail, ce que j'appelle ma gourmandise écologique, c'est d'être capable de raconter en toute humilité, mais en toute fierté aussi, une occasion que vous avez eue d'avoir quelque chose de vertueux. Moi, j'ai une gourmandise écologique. En tant que guide de montagne et consultant en entreprise, un jour, j'ai un client, une agence de voyage qui m'appelle en disant « Rémi, j'ai un client qui va faire un team building voilà, dans 3 mois. Ouais, super, partant. Ça va durer 3 jours. Ouais, disons, c'est 3 jours. C'est en Islande. Ah, d'accord, super. Donc, ils comptent sur toi pour les emmener faire du ski ou je sais pas quoi. Puis après, tu fais 2-3 exercices, 1 ou 2 ateliers de réflexion et puis on rentre à Paris. Ouais, super, génial. C'est payé. Ouais, waouh, c'est bien payé. Donc, je raccroche en disant bien payé. L'Islande, je connais pas, il paraît que c'est très joli. Fierté aussi, hein, pour moi, c'est très valorisant de faire ça. Et puis juste après, je me dis, ben, c'est quoi le sens de ces 3 jours en Islande pour 20 personnes en aller-retour? Et je me suis dit non. Et je rappelle le client, je lui dis, je vais pas y aller. Je vais pas le faire parce que pour des raisons écologiques, ça n'a pas de sens. Et là, il a été surpris en disant, bah, c'est la première fois, mais ouais, je comprends, tu as raison. Et donc, je raccroche le téléphone et je vous assure que j'ai eu un plaisir à avoir osé renoncer. Et juste derrière, parce que j'aime bien écrire, j'ai fait un petit texte sur ma gourmandise écologique qui racontait ce moment, cet ascenseur émotionnel, on va dire, de grand plaisir, ensuite grande perplexité et à nouveau plaisir derrière. Et donc, c'est important d'être capable de raconter ça. Et après, très rapidement, quand vous pitchez, de montrer que vous avez déjà ouvert sur les parties prenantes le trio, que vous n'êtes pas tout seul, que vous ratissez large, que vous êtes systémique dans votre projet. Et puis, beaucoup de pédagogie sur quelles connaissances en écologie scientifique, quels sont les faits, quels sont les mécanismes de réchauffement aujourd'hui sur lesquels vous voulez agir et donner des chiffres, etc. Et puis, d'être exemplaire en termes de valeur sur le côté co-innovation, coopération et principe de responsabilité aussi. Voilà, donc le résumé de ce que je viens de vous faire à toute vitesse. D'abord, il faut connaître, il faut continuer d'alimenter votre base de connaissances, il faut être curieux. Ensuite, il faut savoir poser les bonnes questions pour analyser l'activité d'une entreprise, d'une collectivité ou la vôtre. Et là aussi, il faut de la connaissance parce qu'il y a des biais qui fait que parfois on oublie des gros morceaux. Et puis ensuite, cibler dans quel domaine avec de l'argumentation, agir en écosystème, agir en trio avec les collectivités et avec les citoyens quand vous êtes une entreprise, s'engager progressivement. On a vu les différents niveaux d'engagement depuis l'écomobilité des salariés jusqu'à carrément l'entreprise à mission. Et puis faire évoluer justement chacune des fonctions, achat, marketing, finance, R&D, etc. Et puis mobiliser à la fin. Voilà, le sprint est terminé. Voilà, j'ai dû faire 33 minutes, me semble-t-il. Et donc, on a jusqu'à 45 pour que, grâce à Maxime, je puisse répondre à des questions qui soient remontées. J'ai l'habitude de faire des sprints, mais là, c'était un vrai sprint. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de vous poser des questions. Effectivement, tout d'abord, merci. C'était très, très riche comme conférence. Enfin, forcément, ça tient rapidement, mais en tout cas, nous, en tout cas de notre côté, au sein de la COP, on a beaucoup de questions et je vous invite, le reste du public, à les poser dans le chat. On les prend en considération. Et du coup, je vais démarrer sur les nôtres, mais n'hésitez vraiment pas à les poser pour qu'on puisse rebondir sur cette conférence. Juste, Maxime, je suis preneur d'enchaîner 3-4 questions auxquelles je ne réponds pas pour globalement peut-être y répondre éventuellement, si ça marche. D'accord. Ok. Et je pourrais vous les répéter si jamais. Je les note. Ok, très bien. Alors, notre première question, c'était comment faire que la RSE ne soit plus systématiquement associée au greenwashing et à la défense des intérêts de l'image, de la communication et non pas à quelque chose pour sauvegarder le climat. La deuxième, c'est l'état du business. Vous avez parlé de business un peu associé à l'écologique et quel était cet état de ce business, quelle était cette dynamique actuellement, où ça poussait, voilà. Et du coup, une dernière, pour en citer que 3 pour l'instant. Comment votre activité de guide de haute montagne a impacté votre vision du monde de l'entreprise? Voilà. Pour commencer. Ouais. Bon, je vais commencer par la dernière. C'est vrai que
voilà, ça fait 3 ans que je m'engage énormément, y compris de manière bénévole. Je m'aperçois que toute personne, y compris dans l'entreprise, hein, qui veut avancer, à un moment donné, il y a du temps caché assez fort. Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui? C'est comme vous, en tant que citoyen, je vois, j'entends des choses, mais c'est vrai qu'en tant que guide de montagne, nous, ça fait 50 ans que l'on voit l'évolution du climat. Pendant des années, je me suis dit, bah oui, voilà, il y a un réchauffement climatique, est-ce que c'est vraiment anthropique? Et donc, voilà, on a le temps de mûrir, etc. Et puis après, petit à petit, bah, on a des chiffres sur des accélérations, etc. Donc, on se dit, c'est une accélération d'origine humaine et ça a un impact sur les paysages, sur le métier qui doit changer et donc sur la nature qui bouge. Et donc, c'est aussi l'amour de la nature. La contemplation de la nature, elle est fondamentale pour avoir une culture de l'écologie. Ça ne peut pas être uniquement digitalisé, tout ça. Donc, c'est vrai que mon métier de guide, c'est une des sources de ma motivation. Voilà, complété avec ma maîtrise de biologie pour comprendre les choses. Et c'est vrai que l'école de commerce fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de passer à l'action, d'aider à passer à l'action. Je suis entrepreneur, ou en tout cas, j'accompagne des entrepreneurs. Donc, vous avez vu, aujourd'hui, je suis plutôt tourné solution que dénonciation. Voilà. Et le métier de guide par rapport à l'entreprise, ça m'a fait comprendre aussi ce qu'est un vrai risque, c'est-à-dire qu'en montagne, on sait ce que c'est qu'un risque. En entreprise, je trouve qu'on est très frileux. Souvent, je dis, mais quel est vraiment le risque? Est-ce que tu proposes tel projet de transition? Quel est vraiment le risque? Est-ce que tu pitches en parlant d'une histoire personnelle qui t'est arrivée? Et je trouve que les entreprises, en tout cas de moyenne et surtout de grande taille, sont devenues très gérées par des gestionnaires et pas assez par des vrais entrepreneurs. Voilà ce que je dirais là-dessus. Sur la RSE vs greenwashing. Alors la RSE, ouais, globalement, ça me fait pas tilter. En même temps, ça a été une des briques de base pour faire avancer les choses. Ça a été un cheval de Troie pour avancer aussi, un cheval de Troie vertueux, etc. Mais d'abord, les gens ils se disent mais RSE. Alors j'ai tout vu. Hein. C'est la responsabilité sociale et économique, et la responsabilité sociale des entreprises, la responsabilité sociétale des entreprises. D'ailleurs, il y a 2 mots. Alors les anglo-saxons, c'est CSR, c'est sociétal. Dans sociétal, de quoi on parle? Alors on parle de social et d'écologique. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le social l'emporte énormément parce que c'est du court terme. Je dis pas que c'est plus facile, mais c'est plus facile de mettre en place la parité, etc., que de mettre en place une diminution drastique de l'énergie consommée, etc. Alors, VS greenwashing, oui, parfois c'est carrément du greenwashing, mais pas tout le temps. Parfois c'est juste de l'incompétence ou un manque d'ambition, etc. J'étais chez mon kiné cette semaine suite à une luxation de l'épaule et on parlait de ça quand j'étais sur la table. Et voilà, dans sa salle, il y a marqué merci d'amener vos serviettes pour des raisons écologiques et éviter des serviettes papier. Je lui dis c'est bien, mais aujourd'hui on se doit de mettre en dessous l'explication, c'est-à-dire c'est quoi le problème des serviettes en papier et c'est quoi la vertu de supprimer les serviettes en papier. Et ça, c'est globalement à chaque entreprise qui va mettre en place une innovation, par exemple une PME qui met en place des emballages recyclables, d'être capable, alors c'est pas du greenwashing parce que c'est de la réalité, mais capable juste d'avoir un discours assez pédagogique en relation de A à B, de B à C, de C à D, en quoi ça va amener quelque chose. Et donc, je dirais pas que le greenwashing c'est négatif, enfin, oui c'est négatif, mais c'est surtout par insuffisance d'exigence. Et donc, voilà, genre, en sous-titre, je vous raconte, ou à l'oral, je vous raconte qu'est-ce que réellement on adresse comme point écologique et quel est notre impact. Après, il vient d'y avoir une loi sur la publicité mensongère associée au greenwashing. Donc, voilà, l'État se bouge aussi. Et puis, vous, les consommateurs, d'être capable d'interpeller un commerçant ou une entreprise mais attends, et là, chiffre à l'appui, connaissance à l'appui, en me disant, mais son truc, c'est contre la pollution, qu'est-ce que tu appelles la pollution? Ah, donc non, tu me parles plutôt du climat, des gaz à effet de serre, et d'être légèrement pénible là-dessus, mais exigeant. Voilà. Comment les business évoluent actuellement? Donc, il y a plein de... Je vous ai parlé des échecs sur Engie, sur Danone. Alors, c'est pas totalement des échecs, mais c'est vrai, au plus haut niveau de ces macro-entreprises nationales, on a des personnes qui durent pas et que les actionnaires virent parce que leur modèle plus écologique, il est moins profitable.
En même temps, là, j'ai Veolia, après 3 tentatives, cette année, à la réunion des actionnaires, ont mis à l'ordre du jour des indicateurs écologiques. Alors, c'est peut-être encore un peu du greenwashing, mais voilà, ça fait 10 ans qu'on en parle, ça fait 3 ans qu'ils essayaient, et là, ils ont réussi. Donc, je ne suis pas complètement pessimiste là-dessus. C'est des assureurs qui arrêtent d'assurer les exploitants de charbon, donc il se passe des choses aussi là-dessus. Et moi, je vois plutôt une profusion de petites et moyennes entreprises. Je ne parle pas encore de l'économie sociale et solidaire, où là, il y a énormément d'innovation. Je vous ai parlé de la perma-économie il y a un instant. Il y a des PME qui innovent et qui disent, bah voilà, moi, je vais pas vendre des produits, je vais vendre de l'usage. Et donc, je vais vendre des produits qui vont durer plus longtemps parce que moi, mon modèle, c'est de les louer. Donc, j'ai intérêt à ce qu'ils soient non obsolètes. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un contrat de confiance avec mes clients. Qui croient qu'effectivement, ils vont l'acheter, ils vont le louer plus cher, etc. Mais au total, ils vont y gagner et que si on a des bénéfices, on va les partager. Et donc là, il y a énormément, il y a profusion. Et puis, je dirais un cran en dessous en termes de taille. Je crois beaucoup à l'économie sociale et solidaire qui permet de remplir des trous, des interstices sur l'économie circulaire, sur le localisme, sur le service aussi. Dans des grandes chaînes d'économie circulaire adossées aux entreprises. C'est ce qu'on appelle le commensalisme. Vous voyez ces petits oiseaux sur le dos des rhinocéros. Là, il y a à manger pour beaucoup de petites sociétés pour aider les gros mammouths à être en bonne santé. Voilà, je m'arrêterai. Super, merci de ces réponses. On va pouvoir enchaîner parce qu'on en a encore pas mal. Moi, j'ai été très intéressé par cette idée de copie de la Convention citoyenne pour le climat en entreprise. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus longuement? Je vais continuer sur les 3 questions comme ça. Oui. Une autre question, c'était quelles sont les meilleures méthodes pour rétablir ces aspects collaboratifs entre les différents acteurs parties prenantes que vous pouvez proposer? C'est peut-être forcément plus long, mais oui. On avait aussi une question sur le fait d'exprimer ses émotions en entreprise. Vous avez dit que c'était quelque chose de potentiellement utile, mais comment communiquer convenablement ses émotions, notamment sur le sujet du climat, pour en parler, pour les aborder concrètement. Voilà. Ok, c'est très variable. C'est génial, c'est normal. On est obligé d'aller dans toutes les sciences. Là, on va dans la démocratie participative pour le collectif, on va dans le business pour les conventions entreprises citoyens et on va dans le psychologique sur les émotions, on va même dans l'hormonal, dans la physiologie. Alors, là, je vais les prendre dans l'ordre. Donc là, il y a 3 initiatives. Il y a Time for the Planet. Donc là, c'est vraiment une association qui va chercher 1 milliard de financement pour uniquement des projets de création d'entreprises qui s'inscrivent selon des critères stricts dans la transition écologique. Donc là, c'est pas l'État, c'est le public. C'est pas l'État, c'est le privé qui crée un réseau comme ça. Après, il y a 2 autres conventions équivalentes convention citoyenne pour le climat. Donc, je parle un peu plus lentement. La convention 21, pour ceux qui veulent aller voir, et la convention des entreprises pour le climat. Moi, il se trouve que je commence à m'inscrire plutôt sur convention des entreprises pour le climat. Je pense que ça va converger. Tout ça à moins d'1 an. On est vraiment dans l'actualité. Et donc, ils veulent faire la même chose, c'est-à-dire tirage au sort d'entreprises représentatives en termes de taille, de secteur d'activité, etc. Et après, on part sur 6 ateliers avec apport d'experts, brainstorming et plan d'action et décision. Voilà, donc je vous en parle plus, mais en gros, ils essayent de copier au maximum et puis donc remonter de propositions, d'abord des actions que les entreprises peuvent mettre en place par elles-mêmes. Deuxièmement, des remontées de propositions à l'État pour soit interdire, soit subventionner, etc. Et ce qui va manquer, je leur ai dit, puisque c'est le trio, c'est de s'adresser au grand public. C'est-à-dire, imaginez que Danone veuille réduire ses bouteilles en plastique. Je pense que c'est important que via les médias, Danone puisse expliquer aux consommateurs, via les médias, le bon vieux secteur public, pourquoi pas, service public, France 2, ex-ERTF, d'être capable d'expliquer, voilà, ce produit-là, vous ne l'aurez plus parce qu'on a jugé que il y aura celui-là à la place. Il est un peu plus cher, mais il est 3 fois plus durable. Je prends un exemple parmi d'autres. Et donc ça va être important que ces conventions d'entreprise puissent s'adresser aussi aux 2 autres grands partenaires, donc que sont l'État et les citoyens. La Convention citoyenne pour le climat,
Elle a eu le mérite d'exister. C'est une première. On est a priori déçu par la souris qui a été accouchée par la montagne. Je suis assez d'accord que c'est un peu décevant, avec des changements de seuil, de la manip et tout. En même temps, il y a quand même déjà des choses. Je pense que la démocratie participative, elle doit encore progresser énormément. Et que paradoxalement, je vais peut-être faire sauter certains de leurs chaises, l'entreprise est déjà pas mal placée en intelligence collective. Elle a été obligée de mettre en place depuis une trentaine d'années des processus d'intelligence collective en 4 étapes, hein, les faits, les causes des problèmes, les solutions pour les causes et les décisions après les solutions. Le monde des citoyens et des étudiants et des associations a rattrapé son retard, voire même a dépassé l'entreprise. On peut aller chez des zadistes ou chez des permaculteurs, etc. Et ils ont des formes de démocratie participative très intéressantes. Mais par exemple, sur la Convention citoyenne sur le climat, on a arrêté la dernière partie, la partie anticipée, comment on va décider. Parce que là, on nous dit que sur 149 mesures, il y en a, je sais pas quoi, 100 qui n'ont pas été retenues. Mais en fait, si ces 100-là ont un faible impact, à la limite, on a eu raison et de se consacrer sur les autres. Alors, je sais que ce n'est pas le cas, mais on sent bien que la dernière partie n'a pas été bien anticipée. Moi, je mets ça sur le droit à l'erreur sur une première. Et puis, les moins bien équipés, donc les mieux, c'est les entreprises, mais les citoyens commencent à être vraiment très bons via les associations, les collectifs. Je pense que les collectivités, que ce soit la mairie, la métropole, le département, la région, la France et même l'Europe, sont pas vraiment bons parce qu'il y a des jeux politiques qui brouillent les choses. Et je ne parle pas que de l'État et de la Convention citoyenne, je parle même au niveau d'une mairie. C'est impressionnant. J'ai des gens qui démissionnent en disant on avait plein de projets et puis le politique vient en fin de parcours, après bleu, vert, jaune, hein, que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, les faits, l'expertise, le brainstorming, les propositions de solutions, des décisions qui sont quasiment prises, et puis je ne sais pas pourquoi, on part sur autre chose. Pour des questions électoralistes, souvent. Hein, voilà. Donc voilà, c'était mon sur intelligence collective. Voilà. Et puis l'idée, c'est aussi beaucoup plus en amont. Donc on a vu sur la Convention citoyenne, c'est décision éclairée, donc il faut amener des experts concernant autre chose que la Convention citoyenne. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est rassembler beaucoup plus en amont toutes les parties prenantes sans même avoir encore des projets. Donc ça me paraît aujourd'hui quelque chose d'assez nouveau par rapport au modèle traditionnel de conduite de projet. Les émotions en entreprise, hein, émotions, motivation, mouvement. Donc les émotions, c'est ce qui fait bouger. Toutes les émotions sont utiles. Hein. La peur peut nous faire sortir de notre terrier parce qu'il y a un incendie qui arrive. Mais c'est vrai qu'en psychologie positive, donner envie, c'est quand même le moteur principal. La place d'émotion dans l'entreprise, moi je fais de l'entraînement de manager à la prise de parole dans les réunions. Quand on doit présenter un projet, si on n'est que scolaire et rationnel et factuel, on passe l'info mais on ne donne pas envie. Donc on sait bien qu'à un moment donné, une image, un exemple, parler avec ses tripes, même si ça dure que 30 secondes, ça va être au moins aussi impactant que l'heure de réunion qu'on a passée et qu'aujourd'hui on attend d'un maire, d'un dirigeant ou d'un chef de projet qui soit capable de cette authenticité qui n'était pas le lieu il y a encore 30 ans, qui est de plus en plus présent. Et je pense qu'il y a de la marge avant d'aller trop dans l'émotion, donc allez-y. Par contre, quand je vous demande un récit personnel, un témoignage personnel, une gourmandise écologique, allez pas choper ça dans un livre ou sur Internet, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça soit incarné. Et voilà, moi j'ai un dirigeant l'autre jour qui je lui dis pourquoi vous voulez, non, je le tutoyais, pourquoi tu veux te lancer là-dessus avec toute ton entreprise, ça va pas être facile. Il me dit parce que pour moi c'est important, mais dans ta vie personnelle, qu'est-ce qui fait que c'est important? Il me dit moi je suis agronome, mais avant j'étais niçois quand j'étais enfant, j'allais me baigner, quand je me baignais il y avait plein de faune et de flore sous l'eau. Aujourd'hui à chaque fois que j'y vais c'est désolant. Moi ça m'a touché. J'ai beau être chef d'entreprise avec 40 personnes à faire vivre et du business à faire. Aujourd'hui, j'ai plus envie de faire pareil. J'ai plus de sens et donc j'ai envie de rajouter ça, voire même de remplacer l'activité actuelle par du sens. Et donc, voilà mon énergie de départ. Émotion, motivation, mouvement. Voilà. Alors, ça peut être l'émotion, ça peut être l'indignation. Heureusement que des gens s'indignent, manifestent dans la rue. Ça peut être la collapsologie. Heureusement que des gens nous montrent qu'on a raison d'avoir peur. Voilà. Ça peut être le côté tristus en disant franchement, c'est pas bien barré. Mais aller sur la quatrième émotion qui est la joie, donner envie, etc.
Merci, c'est vraiment très très riche comme réponse. Du coup, j'espère que ça nous donnera encore plus envie. En tout cas, personnellement, ça me donne envie. On a encore des questions parce que 5 minutes. oui, on n'a plus que 5 minutes, mais je vais essayer d'en profiter pour les dernières. Parce que, je peux les prendre voilà. par cas là, du coup. Ouais, ok, très bien. Bah, il y en a une, c'est comment peut-on amener ces propositions d'engagement d'entreprise qui n'ont pas toujours des intérêts financiers pour engager les entreprises. Enfin, quel est l'axe de négociation qui n'est pas financier du coup pour convaincre? Alors, hélas, on est quand même obligé de le raccorder aux financiers. Voilà, si je lance que des projets qui vont que coûter des euros ou des heures sans imaginer un retour sur investissement, ça va être difficile. L'idée, c'est vraiment de faire de la rupture d'innovation et de se dire que la permaéconomie, par exemple, de se dire, voilà, là, moi je propose qu'on fasse des pneus 2 fois plus durables, qu'on va vendre à des flottes de véhicules, des entreprises qui consomment des poids lourds, par exemple. Le pneu, ils seront plus durables. Et on les vend, on les file gratuitement, plus l'entretien est gratuit. Par contre, chaque kilomètre roulé, le client va payer par kilomètre. Et donc là, on est en train d'être toujours sur un objectif économique. Je vais gagner de l'argent via l'usage et non pas via la vente. Mais du coup, j'ai tellement intérêt à ce que via la technologie et via l'entretien, l'objet soit durable, que je vais consommer moins de matières premières, moins d'extraction et moins d'énergie fossile pour faire tourner les usines de fabrication. Donc là, on peut adresser un point. J'avais d'autres exemples. Voilà, globalement, louer plus que vendre. Alors moi-même, j'ai toujours été sceptique sur, on commence à nous fournir un logiciel en location plutôt qu'en vente, on va se faire avoir. Ça vaut le coup de creuser, mais il y a en tout cas dans le business to business, c'est-à-dire entreprise vis-à-vis d'une autre entreprise, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Nicolas Hulot, il y a très longtemps, a été un des premiers dans un de ses livres à dire si Peugeot louait ses voitures plutôt que de les vendre, il louerait des choses robustes, il gagnerait de l'argent dans des garages de réparation, etc. Et il y a même l'histoire de partager les bénéfices. Il y a un vendeur de brumisateurs pour les fruits et légumes dans la grande distribution. Ça coûte cher, ça coûte plus cher que les brumisateurs qui consomment beaucoup d'énergie. Et donc, l'idée, c'est de dire à la grande surface, écoutez, on vous les fournit gratuitement. Vous allez du coup gagner de l'argent en énergie et en non-gaspillage. Eh bien, on va se payer sur ce que vous allez économiser comme argent parce que vous consommez moins de froid et vous jetez moins de fruits et légumes. Donc, vous voyez, il y a une espèce de il y a carrément des ruptures dans la manière de faire du commerce au sens noble du terme. C'est vraiment vendre de l'usage plutôt que de vendre du produit. Un produit, c'est forcément de la matière et de l'énergie. Un service, c'est beaucoup moins de produits, beaucoup moins de matière, beaucoup moins d'énergie, même s'il y en aura toujours. Super, merci beaucoup. Et peut-être du coup une dernière question dans les 2 minutes qui nous restent. Vous avez démarré votre conférence par le fait de dissocier les problématiques sociales et environnementales. Et du coup, comment on fait concrètement pour séparer ces dimensions? Quelles sont les nouvelles approches en termes de terminologie, de concepts, de mesures? Disons que de toute façon, il faut rester avec RSE puisque c'est un terme qui est pas mal approprié, mais dans une entreprise, de se dire on a une politique sociale, donc la parité, le handicap, l'aide à la mobilité. Donc là, on est déjà un peu sur l'écologique. Et puis, on a vraiment des projets de transition écologique, de contribution à moins de gaz à effet de serre, moins de pollution, moins d'impact sur la biodiversité. Donc, pour moi, il faut pas mal les séparer en deux. Et ensuite, dès qu'on est sur un sujet écologique, de se dire, mais est-ce que ça ne va pas avoir des impacts sociaux qu'il faut prendre en compte sur, classiquement, l'isolation des bâtiments, c'est génial, mais il va falloir accompagner les foyers les moins riches. Donc, ça, c'est au niveau d'une politique nationale ou de territoire, mais au niveau de l'entreprise, ça peut être la même chose. Donc, je dirais, c'est bien séparé pour mieux rejoindre au cas par cas, comme il le faut. Mais je vois dans l'entreprise comme dans le public, même faire un écoquartier à Grenoble.
éco-quartier, écologique, etc. Mais en fait, au final, il est plus social que écologique, en tout cas dans ce qu'on m'a dit. Et alors, il y a peut-être ici des gens qui m'écoutent et qui sont pas d'accord avec moi, le peu que j'en ai entendu, parce que c'est plus facile que vraiment écologique, avec vraiment isolé et vraiment pas de panne et vraiment pas de perte d'énergie. C'est pas si gagné que ça. Donc voilà, je dirais le séparer pour mieux le. Alors, est-ce qu'il y a une terminologie à inventer pour ça? Non, je veux juste dire que sociétal, c'est social et environnemental. Euh, voilà, et donc, mais l'écologique est plus compliqué. Hein, ça nécessite des changements de process, de business, comme je viens de le dire, d'innovation, de partenaires. C'est monstrueusement plus difficile que le social, même si le social est difficile parce que pour certains, idéologiquement ou financièrement, l'addition ne passe pas. Voilà. Et je vous l'ai dit aussi, l'autre raison pour laquelle je sépare les deux, c'est le clivage politique. Donc, à peu près la moitié de la France ne veut pas entendre parler des écolos barbus. Or, moi, des écolos, j'en veux surtout, même avec des cravates et très clean sur eux et pas barbus et très bons gestionnaires, etc. Mais parce que si on se dit écolo, hein, c'est la fameuse pastèque, hein, c'est vert à l'extérieur et c'est rouge à l'intérieur. Ça fait peur à au moins la moitié. Et puis, le milieu de l'entrepreneuriat reste quand même globalement un peu plus de droite que de gauche. Bien sûr, la gauche a été plutôt initiateur de mouvements sur l'écologie, mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de rester dans ce clivage-là. Et donc, plutôt que gauche-droite, c'est plutôt conservateur ou progressiste qui me paraît être un bon clivage. Je suis en train de préparer un ouvrage là-dessus. Et malheureusement, on va devoir clôturer la conférence, mais il y avait encore plein de questions qui étaient associées. Enfin, cette conférence, en tout cas, elle était enregistrée, elle pourra être retrouvée à posteriori. Et au nom de toute la COP de étudiantes, je vous remercie vraiment de votre engagement, d'avoir participé aujourd'hui et d'avoir pu nous présenter euh, votre travail et toutes ces initiatives. Et malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Mais... C'était un vrai plaisir. Et moi, je voulais dire bravo au niveau de l'organisation, au niveau logistique, de tout ce que je fais. Ça a été le mieux organisé, y compris quand je fais pour les entreprises ou les collectivités. Bravo les étudiants. Merci à Voilà. vous. Bonne fin de samedi et bon dimanche. Ouais. Merci à vous aussi. Bon week-end. Au revoir.